Les Allemands n'en croyaient pas leurs yeux. Pendant une fraction de seconde, le silence pesa sur la vallée enneigée comme une promesse trompeuse. Les pins noirs se découpaient contre un ciel d'hiver immobile, et la neige crissait sous les bottes des panzergrenadiers qui avançaient lentement dans l'obscurité bleutée de l'aube. L'air était glacial, assez froid pour brûler les poumons à chaque respiration. Mais les hommes de la Waffen-SS n'y prêtaient presque plus attention. Depuis des jours, ils marchaient, attaquaient, repliaient, revenaient encore. La bataille des Ardennes avait transformé les forêts en un labyrinthe de feu et de glace. Devant eux, quelque part au-delà de la ligne sombre des arbres, se trouvaient les positions américaines. Un jeune Untersturmführer leva ses jumelles. Il observa les crêtes blanches, les haies basses, les silhouettes irrégulières de trous individuels creusés dans la neige gelée. Rien ne bougeait. Pas de tir, pas de fusée éclairante, pas même un moteur lointain. « Ils sont épuisés », murmura quelqu'un derrière lui. C'était possible. Depuis plusieurs jours, les Américains reculaient, sous la pression. L'offensive allemande avait surpris tout le monde. Des unités entières avaient été bousculées dans les premières heures, certaines coupées, d'autres détruites sur les routes glacées. Mais ici, près de Dom-Bütgenbach, la résistance semblait encore tenir. L'officier abaissa ses jumelles. « Encore 200 mètres », dit-il calmement. Les hommes avancèrent. Ils étaient expérimentés. Beaucoup venaient du front de l'Est. Certains avaient combattu à Kharkov, à Koursk, dans les steppes sans fin, où l'artillerie soviétique transformait la terre en océan de boue. Ils connaissaient pour les bombardements. Ils connaissaient la peur. Ils savaient aussi comment survivre. Quand l'artillerie commençait à tirer, on apprenait vite à lire le bombardement. Les premières explosions révélaient presque toujours la zone visée. Il fallait quelques secondes pour comprendre, puis courir, se jeter dans un trou, derrière un talus, sous un char détruit. Ceux qui réagissaient assez vite vivaient. C'était une règle presque universelle de la guerre, et cette règle allait être brisée. Les panzergrenadiers traversaient maintenant un petit champ couvert de neige. Devant eux, la pente montait doucement vers une ligne de haies sombres. Derrière ces haies se trouvaient les Américains. Le silence persistait. Un soldat allemand se mit à sourire. « Peut-être qu'ils dorment encore », plaisanta-t-il. Personne ne répondit. Puis, quelque part très loin, dans la profondeur du front, quelque chose se produisit. Un ordre, invisible, silencieux, transmis par radio à travers des kilomètres de lignes américaines. Dans plusieurs batteries d'artillerie dispersées derrière les collines, des officiers consultèrent leurs montres. Des calculs avaient déjà été faits. Des cartes quadrillées couvertes de coordonnées, des tables de tir précises au mètre près. Les servants d'artillerie étaient prêts. Les canons pointaient déjà vers la même zone, le champ enneigé, l'endroit exact où les Allemands avançaient. Mais cette fois, il n'y aurait pas de salve d'ajustement, pas de tir de réglage, pas d'avertissement. Dans une batterie, un sergent leva la main. « Feu !» À plusieurs kilomètres de distance, un obusier de 105 mm tonna, puis un autre, puis encore un autre. Mais les tirs ne partaient pas tous en même temps. Certains canons tirèrent immédiatement. D'autres attendirent quelques secondes. D'autres encore retardèrent leur tir de 10, 15, parfois 20 secondes. À première vue, cela ressemblait à un tir désordonné. En réalité, c'était exactement l'inverse. Chaque tir avait été calculé pour un seul objectif, que tous les obus arrivent au même moment. Dans le champ enneigé, les Allemands n'entendirent presque rien. Juste un sifflement, puis un autre. Et soudain, le monde explosa. 100 obus frappèrent le sol presque exactement dans la même seconde. La neige fut projetée en colonnes blanches et noires. La terre gelée éclata comme du verre. Des éclairs orange déchirèrent l'air glacé tandis que les explosions se chevauchaient dans un fracas continu. Les panzergrenadiers n'eurent même pas le temps de comprendre. Il n'y avait pas eu de première salve. Pas d'avertissement. Pas de temps pour courir. Un soldat allemand leva la tête juste au moment où la première explosion déchira la neige devant lui. Une onde de choc invisible le projeta en arrière comme une poupée. À sa droite, une escouade entière disparut dans une gerbe de terre et de fumée. Un char léger d'appui fut frappé par un éclat gigantesque qui arracha la tourelle comme un jouet. Les cris furent noyés par le tonnerre des explosions. Le barrage ne dura que quelques secondes. Mais ces secondes suffirent. Lorsque le silence retomba, le champ n'existait plus. La neige était devenue une boue noire criblée de cratères fumants. Des corps et des morceaux d'équipement gisaient partout, projetés à des dizaines de mètres.
Quelques survivants se redressèrent, lentement, hébétés. Ils regardaient autour d'eux avec des yeux vides. Un Feldwebel couvert de terre se leva en titubant. Il regarda les cratères, les silhouettes immobiles, les armes brisées. Puis il murmura, incapable de comprendre « Qu'est-ce que c'était ?» Personne ne répondit, parce qu'il venait d'affronter quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas une nouvelle arme, mais une nouvelle manière de faire la guerre. Et ce n'était que le début. Pour comprendre pourquoi cette frappe avait glacé même les vétérans allemands, il fallait remonter bien avant les Ardennes, bien avant Dom-Bütgenbach, jusqu'à la grande vérité que tous les soldats d'Europe avaient apprise dans la boue du premier grand massacre industriel du XXe siècle. En 1914, lorsque les armées étaient parties à la guerre, beaucoup imaginaient encore des campagnes courtes, des percées rapides, des uniformes brillants et des charges décisives. 2 ans plus tard, l'Europe avait déjà compris son erreur. La guerre moderne n'était plus une affaire de panache. Elle était devenue une affaire de métal, de calcul, de cadence et d'usure. Et au cœur de cette transformation, il y avait l'artillerie. À Verdun, sur la Somme, à Passchendaele, des millions d'obus avaient éventré collines, villages, bois et cimetières. La terre elle-même avait changé de forme. Des forêts entières avaient disparu. Des régiments complets avaient été dissous dans la boue avant même d'avoir aperçu l'ennemi. L'artillerie était devenue le roi du champ de bataille, et chaque fantassin le savait. Mais les soldats de 1914 à 1918 avaient aussi appris une autre leçon, plus intime, plus pratique, presque animale. On pouvait parfois survivre au bombardement. Pas toujours. Bien sûr que non. Quand un obus tombait directement sur une tranchée, il ne restait souvent rien de reconnaissable. Quand un barrage durait des heures, même les abris finissaient par s'effondrer. Pourtant, au milieu de cette horreur, une logique s'était imposée. L'artillerie classique donnait souvent un signe avant-coureur. Une première salve arrivait trop courte, une autre tombait trop loin. Puis les réglages se resserraient. On comprenait alors que la zone devenait dangereuse, et les hommes réagissaient. C'était parfois 1 seconde, parfois 3, parfois 10. Mais dans la guerre, 10 secondes pouvaient être la frontière entre vivre et mourir. Des générations de soldats avaient intégré ce réflexe dans leur chair. Au premier sifflement, on se jetait au sol. Au premier impact, on lisait la direction. Au deuxième, on devinait la densité du feu. On se coulait au fond d'un trou, derrière un muret, dans un fossé, sous la lèvre d'un cratère. Même la terre nue devenait un allié quand on comprenait assez vite ce qui arrivait. Les Allemands de 1944 avaient grandi dans cette culture-là. Même les plus jeunes avaient été formés par des sous-officiers qui avaient connu ou étudié la Grande Guerre. Et les plus anciens, eux, avaient accumulé une expérience plus terrible encore. En Pologne, en France, dans les Balkans, en Russie, ils avaient affronté tous les visages de l'artillerie moderne. Ils avaient vu les barrages soviétiques secouer l'horizon comme des tremblements de terre. Ils avaient entendu les orgues de Staline hurler dans la nuit. Ils avaient appris à courir avant le plein d'impact, à plonger derrière une rupture de terrain, à sentir instinctivement le moment où le feu se déplaçait. Sur le front de l'Est, cette compétence n'était pas un luxe, c'était une religion. Un vétéran allemand pouvait souvent distinguer un tir d'ajustement d'un barrage préparatoire rien qu'à l'espacement des impacts. Il pouvait presque sentir, dans la manière dont les explosions se rapprochaient, si la zone allait devenir mortelle ou si le feu glisserait plus loin. Beaucoup vivaient grâce à cela. Ce savoir faisait partie de la guerre, et toutes les armées partageaient, plus ou moins, la même faiblesse structurelle. L'artillerie devait d'abord trouver sa cible, puis la frapper. Cela semblait évident. Un observateur voyait l'ennemi, transmettait des coordonnées, une batterie tirait, les impacts étaient observés, corrigés, puis le feu devenait précis. Même quand les procédures étaient rapides, il y avait presque toujours une transition. Ce petit intervalle entre la découverte et l'écrasement. Cette faille minuscule dans laquelle des hommes pouvaient encore se sauver. Or, c'était précisément cette faille que certains officiers américains, loin du bruit des fronts, avaient commencé à considérer comme un problème à éliminer. Pas un problème tactique banal, un problème fondamental. Comment tuer sans prévenir ? Comment faire en sorte que la première seconde du bombardement soit déjà la seconde de destruction maximale ? À première vue, la question paraissait presque théorique. Les canons n'étaient pas des fusils. Ils étaient dispersés sur des kilomètres, dépendaient de données météorologiques, de calculs d'élévation, de l'usure des tubes, du type de munition, de la distance exacte, de l'altitude de la cible, de la poudre utilisée.
Deux batteries en tirant depuis des positions différentes ne voyaient pas le même ciel, n'entendaient pas les mêmes ordres avec le même délai, n'envoyaient pas leurs obus sur les mêmes trajectoires. Coordonner tout cela relevait de la mécanique de précision à l'échelle d'un champ de bataille. Pendant la Première Guerre mondiale, personne n'avait encore vraiment résolu ce problème. On massait les canons, on préparait les tirs, on pilonnait des heures, on écrasait les lignes ennemies sous des quantités colossales d'explosifs, mais on annonçait souvent l'attaque par la durée même du bombardement. Une armée avertie pouvait se terrer, attendre, survivre, puis remonter tirer quand l'infanterie adverse sortait à découvert. Les résultats étaient atroces, mais pas toujours décisifs. La guerre suivante allait exiger autre chose. En 1939, puis en 1940, les Allemands avaient eux-mêmes imposé un nouveau rythme avec la guerre éclair. La vitesse, le mouvement, les chars, les radios, les percées profondes, tout cela semblait reléguer l'artillerie lourde à un rôle plus classique, moins spectaculaire que l'aviation ou les blindés. Pourtant, derrière l'apparence de modernité, une vérité demeurait. Quand une attaque se brisait, quand une route devait être barrée, quand un rassemblement d'infanterie devait être pulvérisé, on revenait toujours au canon. Toujours. Et plus la guerre avançait, plus l'artillerie redevenait la grande arbitre des batailles. Les Soviétiques l'avaient compris par la masse, les Allemands par nécessité. Les Britanniques par méthode, mais les Américains allaient la comprendre autrement, par l'organisation. Dans les Ardennes, les SS qui sortirent de la neige ne voyaient encore que le résultat. Ils ne savaient pas qu'au moment où ils avançaient dans ce champ, les calculs qui condamnaient leur compagnie avaient été préparés bien avant leur apparition. Ils ne savaient pas que pour les hommes derrière les canons, leur destruction n'était pas une improvisation, mais l'aboutissement d'un système patiemment bâti. C'est pour cela que le choc avait été si absolu. Un bombardement ordinaire effraie, un bombardement inattendu désoriente, mais un bombardement qui retire jusqu'au droit élémentaire d'avoir peur à temps. Cela brise quelque chose de plus profond. Dans les minutes qui suivirent la frappe, les survivants allemands se traînèrent d'un cratère à l'autre, sourds, aveuglés de neige sale et de poussière noire. Certains criaient des noms, d'autres essayaient de reformer des groupes. Un caporal au visage ouvert par un éclat secouait l'épaule d'un camarade déjà mort. Plus loin, un radio cherchait son poste, ou ce qu'il en restait. Personne ne comprenait vraiment comment une telle densité de feu avait pu tomber d'un seul coup. D'instinct, ils attendaient patiemment la suite. Une nouvelle salve, puis une autre. Cette fois, ils étaient déjà couchés, aplatis, le visage dans la boue gelée. Mais ce n'était pas cela qui les hantait. Ce qui les hantait, c'était la révélation soudaine que leurs réflexes de survie, ceux forgés pendant des années de guerre, pouvaient redevenir inutiles en une seule seconde. C'était une forme nouvelle de vulnérabilité. Et quelque part, très loin de la neige des Ardennes, dans un lieu chaud, sec, presque banal au regard de l'histoire, cette vulnérabilité avait été conçue en temps de paix par des hommes qui travaillaient avec des règles, des compas, des cartes, des tables de tir et une obsession presque froide de la précision. Fort Sill, Oklahoma. C'est là que la vraie histoire avait commencé. Fort Sill, Oklahoma. Des milliers de kilomètres séparaient cette base poussiéreuse des forêts gelées des Ardennes. Pourtant, c'était là, bien avant que les panzergrenadiers ne traversent ce champ enneigé, que leur destin avait commencé à se dessiner. Dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, Fort Sill n'était pas un endroit célèbre. Pas de grandes batailles, pas de héros décorés revenant du front, juste une école d'artillerie au milieu des plaines américaines, battue par le vent et la chaleur. Les jeunes officiers qui y travaillaient n'étaient pas les stars de l'armée. La gloire, dans les années 1930, appartenait aux aviateurs et aux théoriciens des blindés. Les chars promettaient la vitesse. L'aviation promettait la domination du ciel. Les journaux parlaient point de machines rapides, de percées spectaculaires, de guerres éclairs. Les artilleurs, eux, restèrent dans l'ombre. Ils travaillaient avec des cartes, des règles, des calculs. Mais certains d'entre eux regardaient tôt les batailles de la Grande Guerre avec un œil différent. Ils voyaient autre chose qu'un simple carnage. Ils voyaient un problème technique, un problème de coordination. Un major nommé Carlos Brewer faisait partie de ces hommes. Il n'était pas célèbre, pas flamboyant. Mais il possédait une qualité rare dans l'armée, une obsession pour les détails invisibles. Pour Brewer, l'artillerie américaine avait un défaut fondamental. Chaque batterie fonctionnait presque comme une petite unité indépendante. Un observateur repérait une cible. Il appelait une batterie.
Cette batterie tirait. Une autre batterie, ailleurs sur le front, pouvait aussi voir la cible, mais elle devait attendre un nouvel ordre, recalculer ses données, ajuster son tir. Le résultat était simple. Les coups arrivaient souvent par vagues séparées. Une batterie frappait, puis une autre, puis une troisième. Sur une carte, cela semblait puissant. Sur le terrain, cela laissait du temps. Du temps pour que l'ennemi se couche, du temps pour courir, du temps pour survivre. Brewer pensait que cette façon de tirer appartenait déjà au passé. Un soir, dans une salle de classe presque vide, il étala une grande carte sur une table. Plusieurs officiers étaient présents. Il prit un crayon. « Imaginez ceci, dit-il. Il dessina plusieurs cercles sur la carte. Chaque cercle est une batterie. Puis il pointa un petit carré au centre. Et ceci est la cible. » Les officiers hochèrent la tête. Rien de nouveau pour eux. Mais Brewer continua. « Pourquoi chaque batterie devrait-elle décider seule ?» Un capitaine fronça les sourcils. « Atto sanini, parce que c'est comme ça que nous avons toujours fait. » Brewer secoua la tête. « Et si toutes les batteries tiraient comme une seule ?» Le silence tomba dans la pièce. L'idée paraissait simple, mais sa mise en œuvre était un cauchemar mathématique. Chaque batterie se trouvait à une distance différente de la cible. Chaque obus avait un temps de vol différent. Les conditions atmosphériques changeaient la trajectoire. L'usure du tube modifiait la vitesse initiale. Sans coordination parfaite, les tirs arriveraient simplement de façon désordonnée. Mais Brewer voyait plus loin. Il imaginait un centre unique, un endroit où toutes les informations arriveraient, un endroit où les calculs seraient faits une seule fois, un endroit qui donnerait ensuite les ordres à toutes les batteries en même temps. Ce système allait recevoir un nom simple, Fire Direction Center. Le FDC, dans ce centre, des officiers et des opérateurs radio recevraient les coordonnées d'une cible depuis un observateur avancé. Ensuite, ils calculeraient les données nécessaires pour toutes les batteries disponibles dans la zone. Chaque batterie recevrait des instructions précises, angle, charge, direction. Mais surtout, l'heure exacte du tir. C'était là que l'idée devenait vraiment révolutionnaire. Si une batterie était à 10 km, son obus mettrait peut-être 30 secondes pour atteindre la cible. Si une autre était à 15 km, son obus mettrait 40 secondes. Si une troisième était plus proche, son obus arriverait en 20 secondes. Alors, au lieu de tirer toutes ensemble, on tirait à des moments différents. La batterie la plus éloignée tirait la première, la plus proche tirait la dernière, et tous les obus arrivaient au même moment. Sur le papier, c'était magnifique. Sur le terrain, c'était terrifiant. Car cela signifiait que la première explosion serait déjà la pleine puissance du barrage. Pas de réglage, pas d'avertissement. Brewer écrivit 2 mots sur le tableau. « Time on target ». Les officiers dans la salle restèrent silencieux un moment. Certains comprenaient déjà. D'autres avaient encore du mal à imaginer les conséquences. Mais Brewer savait. Si ce système fonctionnait vraiment, l'artillerie américaine ne serait plus simplement un outil de destruction. Elle deviendrait une machine de précision, une arme capable d'écraser un ennemi avant même qu'il ne comprenne qu'il est visé. Pendant les années suivantes, Fort Sill devint un laboratoire. Les officiers testèrent le système encore et encore. Ils développèrent des tables de tir plus précises. Ils entraînèrent les opérateurs radio à transmettre les données en quelques secondes. Ils répétèrent les procédures jusqu'à ce que les calculs deviennent presque instinctifs. Pour les hommes derrière les canons, cela signifiait une discipline nouvelle. Chaque tir devait être exact. Chaque ordre exécuté à la seconde, parce qu'un seul canon, tirant trop tôt ou trop tard, pouvait ruiner toute la synchronisation. Au début de la guerre, beaucoup d'armées sous-estimèrent cette approche. Les Allemands, par exemple, possédaient d'excellents canons, mais leur système de commandement d'artillerie restait plus fragmenté. Les batteries coopéraient, mais rarement avec cette précision centralisée. Les Américains, eux, allaient les perfectionner ce système dans chaque campagne. Afrique du Nord, Italie, Normandie. Et finalement, dans les forêts glacées des Ardennes. Car pendant que les panzergrenadiers traversaient ce champ enneigé ce matin-là, les officiers américains derrière les lignes n'improvisaient rien. Ils appliquaient simplement ce que Fort Sill avait patiemment construit. Un système, une méthode, une horloge de guerre capable de faire tomber 100 obus dans la même seconde. Et dans les minutes qui suivraient cette première frappe, les Allemands allaient comprendre que ce n'était pas un hasard. C'était une nouvelle règle du champ de bataille. Dans les minutes qui suivirent la première frappe,
Les survivants allemands restèrent plaqués contre la terre gelée, incapables de décider s'ils devaient courir ou attendre. L'instinct leur criait de bouger, de sortir de cette zone devenue un piège. Mais leur expérience leur murmurait l'inverse. Si un barrage venait de commencer, il valait mieux rester au fond d'un trou que courir dans un champ ouvert. Le problème, c'était qu'ils ne comprenaient pas ce qui venait réellement de se produire. Dans une guerre normale, un bombardement possédait presque toujours un rythme. Les premières explosions étaient espacées. Les impacts formaient une sorte de progression. Les hommes apprenaient à lire cette progression comme on lit les vagues d'une mer agitée. Mais ici, il n'y avait eu aucune montée. Seulement l'explosion totale. Un Feldwebel couvert de neige sale leva lentement la tête. Il regarda autour de lui. Là où une section entière marchait quelques secondes plus tôt, il ne restait que des cratères fumants. Des fusils dépassaient, de la boue gelée comme des branches brisées. Une radio de campagne crachotait encore, sa batterie éventrée sifflant dans le froid. « Restez couchés !» cria-t-il. Sa voix tremblait malgré lui. Les hommes obéirent. Puis au loin, quelque chose recommença. Un sifflement, puis un autre. Cette fois, ils plongèrent immédiatement dans la neige, mais l'effet psychologique avait déjà changé, car ils savaient maintenant que les explosions pouvaient tomber toutes ensemble. Et pendant que les panzergrenadiers se tassaient contre le sol, loin derrière les lignes américaines, les batteries d'artillerie se préparaient déjà à une nouvelle mission. Dans un poste de commandement improvisé, installé dans une grange partiellement détruite, plusieurs officiers américains étaient penchés sur une grande carte. Le sol était couvert de câbles radio. Une lampe protégée par une toile éclairait faiblement la pièce. Au centre de la table se trouvait un quadrillage précis représentant la zone de bataille. Chaque carré correspondait à une portion de terrain. Chaque point marqué au crayon représentait une batterie. Un capitaine du Fire Direction Center écoutait un casque radio. La voix de l'observateur avancé arrivait à travers des parasites. Mouvement d'infanterie, secteur Charlie. Distance approximative 200 mètres au sud de la haie. Le capitaine leva les yeux. Nouvelle mission. Un opérateur prit un crayon. Coordonnées, les chiffres furent transmis rapidement, puis le travail commença. Un autre officier consulta les tables de tir. Il calcula l'angle d'élévation nécessaire pour chaque batterie disponible. Un troisième ajusta les données pour le vent et la température. Chaque détail comptait. Dans une guerre normale, ces calculs auraient été faits pour une seule batterie. Mais ici, ils concernaient toute une constellation de canons. Plusieurs groupes d'artillerie étaient prêts à tirer. Des obusiers de 105 mm, des pièces de 155 mm. Certains canons se trouvaient à quelques kilomètres, d'autres bien plus loin, derrière les collines. Le capitaine traça rapidement un cercle autour de la cible. Mission TOT. Personne ne posa de questions. Les opérateurs commencèrent à transmettre les ordres. Chaque batterie reçut ses données. Angle, charge, direction. Et surtout, heure de tir. Pour certaines batteries, l'ordre était immédiat. Pour d'autres, il fallait attendre 1 minute, parfois 2. Parce que leurs obus mettraient plus longtemps à parcourir la distance. Dans chaque position d'artillerie, les servants s'activèrent. Les obus furent sortis des caisses. Les tubes furent ajustés. Un lieutenant regarda sa montre. Il leva la main. Préparé. Le canon pointait vers une forêt invisible au-delà des collines. Les hommes autour de la pièce connaissaient la procédure par cœur. Ils avaient répété ce genre de tir des dizaines de fois à l'entraînement. Mais sur le terrain, la sensation était différente, car quelque part, des hommes allaient à recevoir ces obus sans le moindre avertissement. La main du lieutenant resta levée quelques secondes, puis il cria « Feu !» Le canon recula violemment sous l'effet du tir. À des kilomètres de là, d'autres canons tiraient aussi, pas tous en même temps, mais selon une chorégraphie invisible. La batterie la plus éloignée avait tiré la première. Une autre tirait maintenant. Une troisième attendait encore quelques secondes. Chaque obus suivait sa propre trajectoire à travers le ciel hivernal. Vus de loin, ces projectiles n'étaient que des points noirs invisibles. Mais leur vitesse était terrifiante. Plusieurs centaines de mètres par seconde. Ils sifflaient dans l'air glacé, décrivant de longues courbes mortelles. Et tous convergeaient vers le même endroit, le champ enneigé. Les survivants allemands n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Certains tentaient encore de se regrouper. Un officier criait des ordres. « Formez une ligne !» Un autre soldat essayait de remettre en marche une mitrailleuse MG-42.
Le froid mordait leurs doigts. La neige était maintenant mélangée à de la terre noire et à des éclats métalliques. Puis le ciel hurla de nouveau. Cette fois, les hommes n'eurent même pas le temps de lever les yeux. Les obus frappèrent presque simultanément. Une nouvelle tempête d'explosions secoua la pente. Les cratères se chevauchèrent. La terre éclata comme si le sol lui-même était bombardé par un marteau géant. Les panzergrenadiers comprirent alors quelque chose d'horrible. Ce n'était pas un tir chanceux. Ce n'était pas un hasard. C'était une méthode. Et cette méthode signifiait qu'ils pouvaient être anéantis avant même d'avoir le temps de réagir. Un survivant allemand, le visage couvert de sang, resta immobile au fond d'un trou. Il respirait rapidement. Autour de lui, le champ disparaissait sous la fumée. Dans sa tête, une pensée tournait en boucle. Ce n'était plus l'artillerie qu'il connaissait. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de plus rapide, plus précis, plus brutal. Et pendant que les explosions résonnaient encore dans la vallée, d'autres observateurs américains scrutaient déjà la forêt à travers leurs jumelles, parce que la bataille de Dom-Bütgenbach ne faisait que commencer, et les canons américains n'avaient pas encore parlé de toute leur voix. À l'aube suivante, la neige tombait encore sur les collines autour de Dom-Bütgenbach. Le vent balayait les routes étroites et faisait danser de longues traînées blanches au-dessus des champs gelés. La bataille ne ressemblait plus à une offensive rapide, elle ressemblait à une lutte d'usure où chaque mètre de terrain devait être acheté au prix du sang. Dans les positions américaines, les hommes du 2e bataillon du 26e régiment d'infanterie tenaient leur trou de combat depuis des jours. Certains n'avaient presque pas dormi. Le froid était un ennemi aussi dangereux que les Allemands. Les pelles heurtaient un sol dur comme de la pierre lorsqu'on essayait d'agrandir un trou. Les doigts devenaient engourdis au point qu'il fallait parfois les frapper contre la crosse du fusil pour sentir encore quelque chose. Un soldat du Massachusetts nommé Frank Delaney souffla dans ses mains. « Je donnerais n'importe quoi pour une tasse de café chaud », marmonna-t-il. Son camarade, assis à côté de lui dans le trou de combat, haussa les épaules. « Tant qu'ils continuent à tirer derrière nous, je me fiche du café. » Il savait que tout de quoi il parlait. Depuis le début de la bataille, l'artillerie américaine n'avait pratiquement jamais cessé de fonctionner. Même lorsque les lignes d'infanterie reculaient ailleurs dans les Ardennes, les canons continuaient de répondre. Pour les fantassins, c'était devenu une sorte de présence invisible, comme un filet de sécurité. Franck leva la tête au-dessus du bord de son trou. La vallée devant lui était recouverte de brume. On distinguait à peine les haies sombres et les cratères laissés par les bombardements de la veille. Quelque part dans cette brume, les Allemands se regroupaient. Ils le savaient, tout le monde le savait, parce que cette route, derrière eux, était trop importante. Si les Allemands la prenaient, ils pourraient les pousser plus profondément dans les Ardennes. Les colonnes de chars pourraient contourner plusieurs positions américaines, et la ligne pourrait se fissurer. Un lieutenant américain marcha le long de la tranchée peu profonde qui reliait plusieurs trous de combat. « Restez vigilants, dit-il. Les observateurs disent qu'ils bougent de nouveau dans la forêt. » Franck échangea un regard avec son camarade. « Tu crois qu'ils vont attaquer ce matin ?» Le soldat secoua la tête. « Ils vont attaquer encore et encore. C'est ce qu'ils font. » Dans la forêt, de l'autre côté du champ bombardé, la situation était très différente. Les survivants allemands de la veille tentèrent de se réorganiser. Le bombardement avait laissé des trous partout dans leur formation. Des sections entières avaient disparu. Les radios avaient été détruites. Plusieurs officiers manquaient à l'appel. Mais les ordres restaient les mêmes. L'attaque devait continuer. Un commandant allemand étudia une carte dans un abri improvisé derrière les arbres. Il parlait d'une voix basse, mais ferme. « Les Américains tiennent cette crête. Tant qu'ils l'ont, ils peuvent diriger leur artillerie. » Un officier plus jeune demanda « Et nos propres canons ?» Le commandant haussa légèrement les épaules. « Ils tirent déjà, mais leurs positions sont plus loin, et les Américains ont plus de batteries dans ce secteur. » C'était une réalité difficile à admettre. L'armée allemande possédait encore d'excellents canons, mais en décembre 1944, elle ne possédait plus la même puissance industrielle que ses adversaires. Les Américains pouvaient déplacer des groupes entiers d'artillerie pour soutenir un secteur menacé, et surtout, ils pouvaient coordonner ces groupes avec une efficacité presque mécanique. Le commandant allemand posa un doigt sur la carte. « Nous attaquerons ici. » Il montra un passage étroit entre deux haies. « Si nous traversons ce champ et atteignons la route, les Américains devront se retirer. » Personne ne mentionna le bombardement de la veille, mais tous y pensaient. Quelques minutes plus tard,
Les panzergrenadiers se mirent en mouvement. Ils avançaient sans plus prudemment maintenant. Les sections restaient espacées. Les hommes regardaient constamment le ciel, comme si les obus pouvaient apparaître à tout moment. Dans les positions américaines, les observateurs avancés surveillaient déjà la forêt à travers leurs jumelles. Un sergent installé dans une ferme détruite parla dans sa radio. Mouvement confirmé. Plusieurs groupes sortent du bois. La voix du Fire Direction Center répondit immédiatement. Distance 300 mètres, direction sud-ouest. Le sergent observa les silhouettes qui apparaissaient entre les arbres. Il pouvait voir les uniformes gris, les fusils, une mitrailleuse portée par 2 hommes. Il inspira profondément, puis il donna les coordonnées exactes. Derrière les lignes, les opérateurs du FDC reçurent l'information. Un officier regarda la carte, puis il prit une décision rapide. Mission d'artillerie. Un opérateur demanda « Combien de batteries ?» L'officier répondit sans hésiter. « Toutes celles disponibles dans le secteur. » Dans plusieurs positions d'artillerie américaine, les ordres arrivèrent presque en même temps. Les servants sortirent en faiblis les obus. Les tubes furent ajustés. Les montres furent bien vérifiées. Encore une fois, les canons allaient reparler. Mais cette fois, la cible n'était plus un champ vide. C'était une colonne allemande en train d'avancer. Et quelque part dans la neige, les panzergrenadiers continuaient de marcher sans savoir qu'au-dessus d'eux, dans le ciel invisible, une nouvelle pluie d'acier était déjà en route. Les panzergrenadiers avancèrent d'abord prudemment, presque lentement. La neige absorbait le bruit de leurs pas, et la brume du matin couvrait encore la vallée. À distance, les silhouettes des hommes se fondaient dans le paysage gris-blanc des Ardennes. Les officiers allemands avaient ordonné de garder les formations espacées, chaque groupe séparé de plusieurs mètres, afin d'éviter qu'une seule explosion ne puisse tuer trop d'hommes à la fois. La leçon de la veille avait été brutale, mais la discipline allemande restait solide. Les hommes continuaient d'avancer. Une mitrailleuse MG-42 fut installée derrière une haie. 2 soldats s'agenouillèrent pour préparer les bandes de munitions. Un autre observa la crête américaine avec des jumelles couvertes de givre. « Je ne vois rien », murmura-t-il. C'était presque pire, parce que les positions américaines semblaient être mortes. Pas de tir, pas de mouvement visible. Seulement des trous dans la neige et quelques branches brisées. Pour les Allemands, ce silence ressemblait à un piège, mais ils n'avaient pas le choix. L'ordre était simple, avancer. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres derrière la ligne américaine, l'artillerie se préparait une nouvelle fois. Dans une batterie de 105 mm, les servants travaillaient avec une rapidité mécanique. Les obus étaient sortis des caisses, posés sur le sol gelé, puis chargés dans les tubes. Le sergent-chef consulta sa montre. « 30 secondes, dit-il. Un jeune soldat hocha la tête. Il n'avait pas plus de 20 ans. Pour lui, ses missions étaient devenues presque routinières, mais même après des semaines de guerre, il ressentait toujours une étrange sensation avant chaque tir, une tension silencieuse, parce qu'il savait que quelque part, des hommes allaient le mourir sans jamais voir les canons qui les frappaient. Le lieutenant leva la main. « Préparez !» Les tubes étaient déjà pointés vers la cible. Les coordonnées venaient du Fire Direction Center. Les calculs avaient été faits. Tout était prêt. Le lieutenant fixa sa montre. 3, 2, 1. Feu. Le premier obus quitta le canon avec un claquement violent. Le tube recula brutalement. Quelques secondes plus tard, une autre batterie tira. Puis une troisième. Puis une quatrième. Chaque tir partait à un moment précis. Chaque batterie suivait la même horloge invisible. Au-dessus des collines, les obus s'élançant dans le ciel d'hiver. Certains mettraient 20 secondes à atteindre la cible, d'autres 30, d'autres encore presque 40, mais tous convergeaient vers le même point, dans le champ enneigé. Les panzergrenadiers venaient tout juste de sortir de la forêt. Un officier leva le bras pour signaler un arrêt momentané. « Attendez !» Il observait la pente devant lui. Rien. Toujours rien. Puis il entendit le premier sifflement. Un son étrange, aigu, presque irréel. Un soldat allemand leva les yeux. « Obus !» Mais il était déjà trop tard. La première explosion éclata au centre du champ. Puis une deuxième, puis une troisième. Et soudain, la vallée entière fut engloutie par le feu. Des dizaines d'obus frappèrent presque au même instant. La neige se transforma en un nuage noir de terre et de glace. Les explosions se chevauchaient, les éclats métalliques déchiraient l'air comme des scies invisibles. Un groupe de panzergrenadiers fut projeté au sol par l'onde de choc. L'un d'eux roula sur plusieurs mètres avant de rester immobile.
La MG-42 installée derrière la haie fut littéralement arrachée du sol par un impact direct. Un soldat allemand tenta de courir vers un fossé. Une explosion éclata juste devant lui. Le souffle le projeta en arrière comme une feuille morte. Les hommes qui avaient survécu à la première seconde du barrage restaient de plaqués au sol, les mains sur la tête. Mais le bombardement ne s'arrêtait pas. D'autres obus arrivaient. Encore. Encore. Chaque salve tombait avec une précision presque surnaturelle. Les cratères se recouvraient. Le champ disparaissait sous la fumée. Un officier allemand tenta de se relever pour crier des ordres. « Avancez! Une explosion coupa sa voix. Les survivants n'essayaient même plus d'avancer. Ils essayaient simplement de rester en vie. Dans les positions américaines, les fantassins observèrent la scène à travers leurs jumelles. Franck Delaney regarda la vallée. Même à cette distance, il pouvait voir les explosions soulever la terre, comme si le sol était en train de bouillir. « Bon sang !» murmura-t-il. Son camarade hocha la tête. « Je plains les types là-bas. » Mais en réalité, ces explosions leur sauvèrent la vie. Chaque obus qui tombait dans ce champ empêchait une section allemande d'atteindre leur position. Chaque mission d'artillerie repoussait l'attaque de quelques minutes de plus. Dans le Fire Direction Center, les officiers surveillaient les rapports radio. Un opérateur leva la tête. Observateur confirme. Cible neutralisée. Le capitaine hocha calmement la tête. Très bien. Gardez les batteries, peuvent être prêtes. Parce qu'il savait une chose que les fantassins dans la neige comprenaient aussi. Les Allemands n'abandonneraient pas. Ils reviendraient, encore et encore. Mais chaque fois qu'ils sortiraient de la forêt, les canons américains seraient déjà prêts. Après la seconde frappe, le champ devant la forêt resta silencieux pendant plusieurs minutes. La fumée dérivait lentement au-dessus des cratères. La neige avait disparu sous une boue sombre mêlée d'éclats métalliques, de branches brisées et d'équipements détruits. Par endroits, de petites flammes brûlaient encore là où des munitions avaient explosé. Les survivants allemands restaient immobiles. Certains étaient blessés. D'autres étaient simplement paralysés par le choc. Un panzergrenadier nommé Karl Brenner leva lentement la tête au-dessus du bord d'un cratère. Son casque était cabossé par un éclat, et son visage couvert de terre noire. Il regarda autour de lui avec des yeux vides. Quelques minutes plus tôt, il marchait avec sa section. Maintenant, il ne voyait plus aucun des hommes qu'il connaissait. Le champ était méconnaissable. Un camarade apparut dans la fumée à quelques mètres. Il boitait, tenant son bras gauche contre sa poitrine. Ils échangèrent un regard, aucun mot, parce que tous deux savaient déjà ce que cela signifiait. La section n'existait plus. Plus loin, un Feldwebel tentait de rassembler les survivants. « Par ici, regroupez-vous ici !» Sa voix était rauque, mais les hommes bougeaient lentement, presque mécaniquement. Le bombardement avait laissé une sensation étrange dans leur corps. Les oreilles sifflaient encore, les mains tremblaient. Le pire n'était pas seulement la destruction, c'était la manière dont elle était arrivée. Karl avait combattu en Ukraine. Il avait survécu à plusieurs barrages soviétiques. Ces bombardements étaient terribles, mais ils avaient toujours une forme, une progression, une logique. On pouvait courir, on pouvait plonger, on pouvait espérer. Mais ici, il n'y avait rien eu, juste une seconde de silence. Puis la fin du monde. Karl regarda le ciel gris. Une pensée se forma lentement dans son esprit. S'il pouvait faire cela une fois, il pouvait le refaire. Et cette idée était pire que la peur. Parce qu'elle signifiait qu'aucun réflexe ne pouvait sauver un homme. Dans la forêt derrière eux, les officiers allemands tentaient eux aussi de comprendre ce qui se passait. Un capitaine étudia le champ à travers ses jumelles. Il abaissa lentement l'instrument. « Ils ont concentré l'artillerie », dit-il. Un autre suffragant officier répondit. « Mais comment aussi vite ?» C'était la question. Parce que normalement, déplacer autant de tirs sur une cible demandait du temps. Des ajustements, des communications longues, mais les Américains semblaient incapables de frapper presque immédiatement, comme si leurs batteries étaient déjà prêtes, comme si tout avait été calculé à l'avance. Le capitaine resta silencieux, puis il murmura « Ce n'est pas seulement la quantité de canons. » Il regarda encore la vallée. C'est la façon dont ils tirent. Pendant ce temps, dans les positions américaines sur la crête, les fantassins observaient limite toujours la zone. Franck Delaney posa ses jumelles. « Je crois qu'il recule, » dit-il. Son camarade regarda à son tour. On pouvait voir quelques silhouettes allemandes qui se repliaient lentement vers la forêt. « Ils vont revenir, » répondit-il.
Frank hocha la tête. Il n'avait aucun doute. Depuis le début de l'offensive des Ardennes, les attaques allemandes se succédaient sans cesse. Quand une unité était repoussée, une autre arrivait. Mais quelque chose avait changé dans leur manière d'avancer. Les premières attaques avaient été rapides, agressives. Maintenant, les Allemands semblaient hésiter. Ils se déplaçaient par petits groupes. Ils observaient le terrain plus longtemps. Ils cherchaient les signes d'un nouveau bombardement. Et cette hésitation était exactement ce que les Américains espéraient. Dans le Fire Direction Center, les officiers suivaient les rapports laissés par un bord radio. Un opérateur parla dans son casque. Observateur confirme, l'ennemi se replie vers la forêt. Le capitaine nota l'information sur la carte. Puis il regarda les positions d'artillerie marquées autour de la zone. Des dizaines de batteries, certaines appartenant à la division, d'autres venues en renfort d'unités voisines. C'était là le vrai secret de leur puissance. Les Américains avaient construit un système où toutes ces batteries pouvaient agir ensemble, comme un seul gigantesque marteau. Le capitaine se tourna vers les opérateurs. Maintenez les batteries prêtes pour une nouvelle mission. Il savait que ce n'était qu'une question de temps. Les Allemands reviendraient. Ils essaieraient un autre axe, une autre formation, peut-être avec des chars, peut-être de nuit, mais chaque fois qu'ils tentèrent de sortir de la forêt, les observateurs américains les verraient. Les coordonnées seraient transmises, les calculs seraient faits, et quelque part derrière les collines, des hommes ajusteraient calmement leurs canons. Parce que dans cette bataille, l'artillerie américaine n'était pas seulement une arme, elle était devenue une horloge, une machine de guerre capable de transformer une simple décision radio en tempête d'acier. Et dans les bois des Ardennes, les soldats allemands commençaient lentement à comprendre une vérité terrifiante. Ils ne se battaient plus seulement contre les fantassins devant eux, ils se battaient contre tout un système. Dans les heures qui suivirent, la forêt des Ardennes sembla retomber dans une sorte de silence lourd. Mais ce silence était trompeur. Des deux côtés, les hommes savaient que la bataille n'était pas terminée. Dans les positions allemandes, les survivants de l'attaque tentaient de se réorganiser. Karl Brenner était assis contre un tronc d'arbre, le casque posé à côté de lui. Ses mains tremblaient encore légèrement, même s'il essayait de les cacher. Autour de lui, plusieurs soldats fumaient en silence, profitant d'un court moment de répit. Personne ne parlait vraiment, parce que chacun repensait à la même chose, la frappe. Un soldat plus jeune finit par briser le silence. « Comment peuvent-ils tirer comme ça ?» Personne ne répondit immédiatement. Enfin, un vétéran aux cheveux grisonnants cracha dans la neige. « Les Américains ont toujours dû beaucoup d'artillerie, dit-il. Karl secoua lentement la tête. Ce n'est pas seulement ça. Il regarda la vallée à travers les arbres. Les obus sont arrivés tous ensemble. Le vétéran resta silencieux, parce qu'il avait remarqué la même chose, et cela signifiait que les Américains ne tiraient pas simplement plus fort, ils tiraient autrement. Pendant ce temps, derrière les lignes américaines, une autre innovation allait bientôt entrer en jeu, une innovation encore plus terrifiante. Depuis plusieurs mois, les scientifiques américains avaient mis au point un dispositif étrange, presque futuriste pour l'époque. Une fusée de proximité. Jusqu'alors, la plupart des obus d'artillerie explosaient lorsqu'ils touchaient le sol ou après un certain délai. Mais ce nouveau système fonctionnait différemment. À l'intérieur de l'obus se trouvait un petit dispositif électronique capable de détecter la proximité du sol. Lorsque l'obus passait à quelques mètres au-dessus de la surface, il explosait dans l'air. Pour les fantassins, la différence était immense. Un obus qui frappe le sol projette la majorité de ses éclats vers les côtés et vers le haut. Mais un obus qui explose dans l'air projette ses fragments directement vers le bas, exactement là où les soldats sont couchés. Même un trou individuel n'offrait plus la même protection. Pendant longtemps, les commandants américains avaient hésité à utiliser cette technologie en Europe. Ils craignaient qu'un obus intact tombe entre les mains des Allemands et que le secret soit découvert. Mais pendant la bataille des Ardennes, la situation était devenue trop critique. Les fusées de proximité furent autorisées. Et dans les jours qui suivirent, les unités d'artillerie commencèrent à recevoir ces nouvelles munitions. Dans une batterie américaine installée derrière une colline, un lieutenant ouvrit une caisse métallique. À l'intérieur, les obus ressemblaient aux autres. Mais les servants savaient qu'ils contenaient quelque chose de différent. Le lieutenant se tourna vers son équipe. Nouveaux obus, fusées de proximité. Un soldat leva les sourcils. Ceux qui explosent en l'air, le lieutenant hocha la tête.
Exactement. Il désigna la vallée. Et les Allemands là-bas vont les tester. Quelques heures, vous savez, plus tard, les observateurs avancés signalèrent un nouveau mouvement dans la forêt. Les Allemands tentaient encore de se regrouper pour une attaque. Dans le Fire Direction Center, les opérateurs reçurent les coordonnées. Le capitaine examina la carte, puis il donna l'ordre. Mission d'artillerie. Un opérateur demanda « Munitions standard ?» Le capitaine secoua la tête. « Négatif. Fusée de proximité. » Les batteries reçurent l'ordre. Dans plusieurs positions d'artillerie, les servants chargèrent les nouveaux obus. Les tubes furent ajustés, les montres synchronisées. Puis les canons tirèrent. Les obus traversèrent le ciel gris des Ardennes. Dans la forêt, les panzergrenadiers s'avançaient lentement entre les arbres. Karl marchait avec un petit groupe de survivants. Ils étaient les plus prudents maintenant. Chaque pas semblait peser une tonne. Soudain, un sifflement monta dans l'air. Les hommes plongèrent instinctivement au sol. Mais cette fois, les explosions ne venaient pas du sol. Elles éclatèrent au-dessus d'eux. Des éclairs aveuglants illuminèrent à fois les branches. Les obus explosèrent dans les airs avec un bruit sec et brutal. Des milliers d'éclats métalliques tombèrent comme une pluie meurtrière. Les branches furent déchiquetées. Les troncs d'arbres éclatèrent. Les soldats couchés dans la neige crièrent lorsque les fragments traversèrent leurs manteaux et leurs casques. Karl sentit quelque chose frapper violemment le sol à côté de lui. Il leva les yeux. La forêt semblait exploser. Et soudain, il comprit. Même les arbres ne les protégeaient en plus. Le bombardement dura moins d'une minute. Mais lorsque le silence revint, la forêt ressemblait à un champ d'abattage. Des branches cassées pendaient dans l'air. La neige était couverte de fragments d'écorce et de métal. Karl resta immobile, respirant difficilement, et pour la première fois depuis le début de la guerre, il eut l'impression qu'il n'existait nulle part où se cacher. Du côté américain, les hommes sur la crête ne voyaient qu'une partie de ce qui se passait dans la vallée. La fumée des explosions, la brume d'hiver et les arbres déchiquetés cachaient la plupart des détails. Pourtant, même à distance, il comprenait enfin que quelque chose d'énorme se produisait. Franck Delaney tenait encore ses jumelles. Il observait la forêt où les explosions aériennes venaient en d'éclater. « Mon Dieu !» murmura-t-il. À chaque impact, une sorte de nuage de branches, de neige et de fragments métalliques jaillissait au-dessus des arbres. Les éclats descendaient ensuite comme une pluie invisible. Son camarade siffla doucement. « Ceux-là ne vont pas aimer ça. » Franck baissa ses jumelles. « Qu'est-ce que c'est, ces obus ?» Le soldat à côté de lui haussa les épaules. « J'ai entendu dire que ça explose avant de toucher le sol. » Franck regarda de nouveau la vallée. Même les arbres tremblaient sous les impacts. Et pour les fantassins américains, cela changeait aussi quelque chose. Depuis des jours, ils tenaient leur position dans la neige, attendant chaque nouvelle attaque allemande. Mais maintenant, ils commençaient à sentir la puissance du système qui les soutenait. Ils n'étaient pas seuls. Chaque fois qu'un observateur avançait quelques coordonnées à la radio, des dizaines de canons pouvaient y répondre. Cette certitude transformait la manière dont ils tenaient la ligne. Dans un trou de combat plus loin sur la crête, un sergent expliquait calmement à deux jeunes remplaçants comment utiliser la radio de campagne. Les deux garçons n'étaient arrivés que quelques jours plus tôt. L'un d'eux avait à peine 20 ans. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il manipula l'émetteur. Le sergent posa une main sur son épaule. « Écoute bien, dit-il. Si les Allemands passent la haie, tu donnes les coordonnées immédiatement. » Le jeune soldat hocha la tête. « Et après ?» Le sergent esquissa un sourire fatigué. « Après, les gars derrière nous s'occupent du reste. » C'était devenu presque une routine. Un observateur voyait quelque chose. Il donnait les coordonnées. Le Fire Direction Center calculait, les batteries tiraient, mais derrière cette apparente simplicité se cachait une machine incroyablement complexe. Des centaines d'hommes, des radios, des cartes, des opérateurs, des calculs précis, et surtout, des canons. Beaucoup de canons. Pendant que les fantassins surveillaient la vallée, plusieurs groupes d'artillerie américains étaient déjà en position derrière les collines. Des obusiers de 105 mm, des pièces de 155 mm, des batteries lourdes capables de frapper à plus de 15 km. Et tous ces canons pouvaient être dirigés vers une seule cible en quelques minutes. C'était cette concentration de feu qui faisait la différence. Dans le Fire Direction Center, le capitaine regardait toujours la grande carte étalée sur la table. Les positions des batteries formaient presque un cercle autour de la zone de bataille. Un opérateur radio leva la tête. Observateur signale encore du mouvement dans la forêt. Le capitaine nota la position. Les Allemands tentaient encore de se regrouper.
Mais cette fois, leur mouvement était beaucoup plus lent, beaucoup plus prudent. Ils avaient appris. Et pourtant, cette prudence ne suffisait pas. Parce que même la meilleure discipline ne pouvait rien contre un système capable de frapper presque instantanément. Le capitaine regarda les opérateurs. Préparez une nouvelle mission. Il traça un cercle sur la carte. Si ces groupes sortent de la forêt, on les frappe ici. Dans les bois, Karl Brenner avançait encore avec son petit groupe. Ils étaient moins d'une dizaine, maintenant. La plupart de leurs camarades avaient disparu dans les bombardements précédents. Chaque pas semblait plus lourd. Chaque bruit faisait tourner les têtes. Personne ne parlait, parce que tous savaient que le moindre mouvement dans un champ ouvert pouvait déclencher une nouvelle frappe. Karl regarda le ciel gris. Il n'y avait rien. Pas d'avion, pas de drone. Rien qui puisse expliquer comment les Américains voyaient leurs mouvements si vite. Et pourtant, chaque fois qu'ils tentèrent d'avancer, les obus arrivaient. C'était comme si quelqu'un observait tout. Quelqu'un capable de transformer chaque erreur en pluie de feu. Karl sentit une étrange certitude s'installer dans son esprit. La bataille n'était plus vraiment un duel entre deux lignes d'infanterie. Elle ressemblait plutôt à une expérience, comme si les Allemands entraient dans un piège invisible où chaque mouvement était puni. Et pendant que les panzergrenadiers hésitaient dans les bois, au-dessus des collines, très loin derrière les lignes, un petit avion américain venait de décoller. Un appareil léger, presque fragile. Un L-4 Grasshopper. Vu de loin, il ressemblait plus à un avion civil qu'à une machine de guerre. Mais pour les soldats allemands dans les Ardennes, ces petits avions allaient bientôt devenir un signe de mort. Le petit avion apparut au-dessus des collines en début d'après-midi. Pour les fantassins américains sur la crête, ce n'était presque rien. Un simple bourdonnement dans le ciel gris, semblable au moteur d'un tracteur lointain. Franck Delaney leva la tête, plissa les yeux et reconnut immédiatement la silhouette. « Regarde ça !» dit-il à son camarade. L'autre leva les yeux à son tour. Un petit appareil passait lentement au-dessus de la vallée. Un L-4 Grasshopper. L'avion semblait fragile. Son fuselage mince, ses ailes hautes et son train d'atterrissage léger lui donnaient l'apparence d'un appareil civil plutôt que militaire. Mais pour les hommes qui combattaient dans les Ardennes, ce petit avion représentait quelque chose de bien plus dangereux. C'était l'œil de l'artillerie. À bord, le pilote et l'observateur survolaient lentement la zone de bataille. L'appareil volait bas, parfois à moins de 500 mètres du sol. De là-haut, ils pouvaient voir les mouvements invisibles depuis les tranchées, les traces dans la neige, les colonnes d'hommes qui tentaient de se déplacer sous les arbres, les véhicules cachés derrière les haies. Le pilote inclina légèrement l'appareil. « Je vois quelque chose là-bas », dit l'observateur. Il pointa vers une trouée dans la forêt. Plusieurs silhouettes bougeaient entre les arbres. Les Allemands tentaient de regrouper une nouvelle unité. L'observateur prit immédiatement la radio. Observation aérienne à Fire Direction Center. Mouvement d'infanterie confirmé dans secteur Delta. La réponse arriva presque instantanément. Coordonnées ? L'observateur consulta la carte fixée à sa planchette. Quadrillage D4, groupe d'environ 50 hommes, progression vers la lisière. Dans le Fire Direction Center, l'opérateur répéta les coordonnées. Le capitaine leva les yeux. Nouvelle mission. Il regarda les batteries disponibles. Plusieurs groupes d'artillerie étaient les prêts. Il prit sa décision. 3 groupes. Tir concentré. Les opérateurs commencèrent à transmettre les ordres. Encore une fois, les calculs furent faits rapidement. Angle, charge, temps de vol. Et surtout, synchronisation. Dans les positions d'artillerie, les servants se mirent au travail. Les obus furent chargés, les tubes ajustés. Le lieutenant regarda sa montre. « Bêta des... » Préparé. Le premier canon tira, puis un autre, puis plusieurs autres. Les obus montèrent très dans le ciel, invisibles contre les nuages gris. Dans la forêt, Karl Brenner marchait avec son groupe lorsqu'il entendit le moteur de l'avion. Tous levèrent la tête. Le petit appareil tournait lentement au-dessus de la vallée. Karl sentit un frisson parcourir son dos. Sur le front de l'Est, les avions d'observation soviétiques avaient et souvent annoncé un bombardement. Et celui-ci ressemblait exactement à ce genre d'appareil. Un soldat murmura « Il nous voit ». Personne ne répondit. Parce que chacun comprenait déjà. Ils étaient exposés. Karl observa les arbres autour de lui, les branches brisées par les explosions précédentes, la neige couverte d'éclats. Et soudain, le sifflement recommença. Un soldat cria « Obus !»
Les hommes plongèrent au sol. Quelques secondes plus tard, la forêt explosa. Les obus frappèrent entre les arbres avec une violence brutale. Certains éclatèrent au sol, creusant des cratères noirs. D'autres explosèrent dans les branches, projetant des éclats dans toutes les directions. Le bombardement ne dura que quelques instants. Mais lorsque la fumée retomba, la petite formation allemande n'existait plus. Dans le ciel, le Grasshopper continua de tourner lentement. À bord, l'observateur regarda la zone à travers ses jumelles. « Impact direct », dit-il calmement. Puis il parla de nouveau dans la radio. « Cible neutralisée ». Dans le Fire Direction Center, le capitaine nota l'information. Il savait que ce petit avion faisait désormais partie intégrante de leur système. L'infanterie tenait la ligne. Les observateurs au sol surveillaient les approches. Les avions repéraient les mouvements plus loin. Et l'artillerie reliait tout cela en une seule machine. Une machine capable de transformer chaque erreur ennemie en catastrophe. Sur la crête, Franck Delaney observait toujours la vallée. Le Grasshopper s'éloignait maintenant vers l'ouest. Il sourit légèrement. « Je plains les types qui voient cet avion apparaître, » dit-il. Son camarade hocha la tête. « Oui, parce que ça veut dire qu'ils vont bientôt rencontrer les gars derrière nous. Et derrière eux, les canons américains étaient encore prêts. À mesure que les jours passaient, la bataille autour de Dom-Budgenbach cessait d'être une simple confrontation locale. Elle devenait un exemple presque parfait de la manière dont la guerre avait changé. Du côté allemand, les officiers commençaient à comprendre que chaque tentative d'attaque se heurtait à la même réalité. Ce n'était pas seulement la résistance de l'infanterie américaine qui bloquait leur progression. C'était le réseau derrière elle. Les panzergrenadiers pouvaient encore avancer dans les bois. Ils pouvaient encore utiliser la nuit, la neige et les replis du terrain pour se rapprocher. Mais dès qu'ils sortaient à découvert, dès qu'un groupe dépassait une haie ou traversait un champ, quelque chose se déclenchait. Les observateurs voyaient, les radios transmettaient, les cartes s'ouvraient sur les tables, et quelques minutes plus tard, les canons parlaient. Karl Brenner avait maintenant l'impression de se battre contre un ennemi invisible. Les fantassins américains devant lui restèrent souvent silencieux, presque immobiles dans leur trou de combat. Mais derrière eux se cachait une force immense, une force que les Allemands ne pouvaient ni voir ni atteindre. Un soir, alors que la lumière disparaissait derrière les collines enneigées, Karl regarda la vallée une nouvelle fois. Des colonnes de fumée montaient encore de plusieurs points du champ. La terre semblait labourée par un géant. Il se tourna vers le vétéran qui marchait avec lui. « Combien de canons peuvent-ils avoir ici ?» L'homme haussa les épaules. « Assez pour arrêter une armée. » Ce n'était pas une exagération. Dans les Ardennes, les Américains avaient concentré une puissance d'artillerie énorme. Des groupes entiers avaient été déplacés pour soutenir les secteurs menacés, et grâce au système de direction centralisé, ces groupes pouvaient agir comme une seule arme gigantesque. Une attaque allemande n'affrontait plus seulement une division, elle affrontait des dizaines de batteries coordonnées. Dans le Fire Direction Center, le capitaine regardait la carte une fois de plus. Les marqueurs représentant les batteries formaient presque une constellation autour de la zone. Chaque pièce d'artillerie était reliée aux autres par radio. Chaque observateur pouvait appeler le feu. Et chaque mission pouvait mobiliser plusieurs groupes en quelques minutes. Un opérateur leva la tête. Aucun mouvement ennemi pour l'instant. Le capitaine hocha la tête. Il savait ce que cela signifiait. Les Allemands hésitaient, et cette hésitation était une victoire. Parce que la guerre moderne ne se gagnait pas seulement par la destruction physique. Elle se gagnait aussi en brisant la confiance de l'ennemi. Chaque attaque repoussée, chaque formation pulvérisée par l'artillerie rendait la suivante plus difficile. Dans les positions américaines sur la crête, les fantassins ressentaient eux aussi ce changement. Les premières attaques allemandes avaient été rapides et agressives. Maintenant, elles devenaient plus prudentes, plus fragmentées. Franck Delaney regardait la vallée dans la lumière du soir. « Ils n'aiment plus trop sortir des arbres, » dit-il. Son camarade répondit « Je les comprends. » Franck hocha la tête, parce que lui aussi savait ce qui attendait les hommes qui tentèrent de traverser ce terrain. Les canons. Toujours les canons. Pendant que la nuit tombait sur les Ardennes, les batteries américaines restaient prêtes derrière les collines. Les servants nettoyaient tous les tubes, préparaient les caisses de munitions, vérifiaient les radios, parce que la bataille n'était pas terminée. Mais au-delà de cette vallée, quelque chose de plus grand se préparait déjà. Les Alliés avançaient sur tous les fronts, en France, en Belgique, et bientôt, ils atteindraient le Rhin.
Lorsque ce moment viendrait, l'artillerie américaine ne serait plus seulement une arme défensive utilisée pour briser les attaques. Elle deviendrait l'instrument principal de l'offensive finale. Des milliers de canons, des dizaines de milliers d'obus, une tempête d'acier capable de balayer les dernières défenses du Reich. Et lorsque ce jour arriverait, les soldats allemands se souviendraient sans peut-être de ce champ enneigé dans les Ardennes. Le jour où ils avaient vu 100 obus tomber dans la même seconde, et compris que la guerre avait déjà changé. Au printemps 1945, la guerre en Europe entra dans sa phase finale. Les armées alliées avaient traversé la France, libéré la Belgique et brisé la dernière grande offensive allemande dans les Ardennes. Partout sur le front occidental, les lignes du Reich reculaient lentement vers leur dernière barrière naturelle, le Rhin. Pour les stratèges allemands, ce fleuve représentait plus qu'un obstacle géographique. C'était la dernière grande ligne défensive capable de ralentir l'avance alliée. Derrière ces rives escarpées, les ingénieurs avaient préparé des positions, des bunkers, des champs de mines. Mais quelque chose avait déjà changé. Depuis les Ardennes, les soldats allemands savaient que les Américains ne combattaient plus seulement avec des divisions d'infanterie et des colonnes de chars. Ils combattaient avec un système capable de concentrer une puissance de feu immense en quelques minutes. Lorsque les Alliés atteignirent à le Rhin, ce système fut utilisé à une échelle encore jamais vue. Des milliers de pièces d'artillerie furent positionnées le long du front. Des obusiers de campagne, des canons lourds, des batteries capables de tirer à plus de 20 km. Les cartes furent étalées sur les tables. Les coordonnées allemandes furent enregistrées. Les postes de commandement radio s'animèrent. Et pendant des heures, les officiers d'artillerie préparèrent les plans de tir. Chaque batterie avait sa cible. Chaque groupe avait sa mission. Et surtout, chaque tir avait son moment. Dans les positions allemandes sur la rive est du fleuve, les soldats observaient à l'autre côté avec inquiétude. Ils savaient que les Alliés préparaient sans doute quelque chose, mais ils ne pouvaient pas imaginer l'ampleur de ce qui allait arriver. À l'aube, les premières transmissions radio furent envoyées. Dans les Fire Direction Centers, répartis derrière les lignes alliées, les officiers regardèrent à leur montre. Les calculs avaient été faits. Les temps de vol étaient en déconnu. Les angles étaient réglés. Un capitaine leva la tête. « Toutes les batteries prêtes ?» Un opérateur répondit « Prêtes, monsieur. » Le capitaine regarda une dernière fois la carte. Puis il dit simplement « Exécutez ». Sur des dizaines de kilomètres de front, les canons alliés ouvrirent le feu. Les obusiers reculèrent violemment sous les tirs. Les tubes chauffèrent. Les obus montèrent dans le ciel comme une nuée invisible. Certains mettraient 20 secondes à atteindre la rive allemande, d'autres 30, certains encore presque 1 minute. Mais tous convergeaient vers les mêmes positions, les tranchées, les batteries ennemies, les routes, les ponts. Puis, quelques instants plus tard, le Rhin disparut sous les explosions. Des milliers d'obus frappèrent les défenses Bellimäfens allemandes. La terre trembla. Les bunkers furent en secoués. Les routes furent enlabourées. Les positions d'artillerie allemandes furent écrasées avant même de pouvoir répondre. Pour les soldats du Reich, la sensation était terrifiante. Il n'y avait pas de progression, pas d'avertissement, seulement une tempête soudaine de feu et de métal. Beaucoup d'entre eux se rappelèrent alors quelque chose. Une bataille dans les Ardennes, un champ couvert de neige. Le moment où 100 obus étaient tombés en même temps. À ce moment-là, certains avaient cru à une frappe exceptionnelle, un hasard, une concentration temporaire de canons. Mais maintenant, ils comprenaient. Ce n'était pas un hasard. C'était la guerre moderne. Une guerre où les calculs, les radios et la coordination pouvaient transformer des centaines de batteries dispersées en une seule arme gigantesque. Une arme capable de frapper sans prévenir. Et lorsque les premières unités américaines commencèrent à traverser le Rhin, beaucoup de défenses allemandes étaient déjà brisées, pas par des chars, pas par l'infanterie, mais par les canons. Dans les jours qui suivirent, les armées alliées avancèrent profondément en Allemagne. Les villes tombèrent, les routes furent ouvertes, les dernières unités du Reich furent encerclées. Et pendant tout ce temps, l'artillerie continua de parler, toujours précise, toujours coordonnée, toujours capable de faire tomber une tempête d'acier au moment exact où l'ennemi apparaissait. La guerre en Europe se termina quelques semaines plus tard. Mais pour beaucoup de soldats allemands qui avaient combattu dans les Ardennes, le moment où tout avait commencé à changer restait gravé dans leur mémoire. Un matin glacé, un chant silencieux. Puis,
cent obus tombant à la même seconde, et la certitude brutale qu'ils venaient de voir l'avenir de la guerre.